Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTG dans votre émission Guinée Actu. Ce soir, nous avons pour invité Ali Touré, le procureur spécial près la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, l'une des institutions de lutte contre les comportements délictueux dans la gestion des finances en Guinée. Mise en place par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, la CRIEF a démarré ses activités le 26 janvier dernier. Depuis, de nombreux dossiers d'enrichissement et de détournement sont sur la table de cette instance chargée de moraliser la gestion de la chose publique. Comment est composée la CRIEF et par qui? Quelles sont ses attributions? Comment fonctionne-t-elle et quelle est sa principale mission? Et surtout, quelles sont les procédures actuellement en cours? Sont les principales questions qui seront abordées avec monsieur le procureur spécial. Et comme d'habitude, cette émission sera ponctuée par 2 reportages et un micro-trottoir. Monsieur le procureur spécial, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue dans Guinée Actu. Merci et je remercie la RTG et je salue tous vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Sur ce plateau avec moi, Thierno Younoussa Ba, il est le chargé des questions juridiques à la rédaction politique du journal télévisé de la RTG. Ibrahima Sori Traoré est le directeur général de la radio Dumba FM. Sekou Keta, rédacteur en chef du groupe Joma Media, et Yenessa Odiakaba, journaliste, animatrice de l'émission Vos droits à la radio Nostalgie, nous rejoindront au cours de cette émission. Alors, monsieur le procureur spécial, la CRIEF fait partie des réformes institutionnelles engagées dès le début de la transition dans notre pays. Pourquoi une cour de répression des infractions économiques et financières et surtout, pourquoi maintenant? Bien, je vous remercie. Comme vous l'avez dit, la Cour de répression des infractions économiques et financières, en abrégé CRIEF, a été créée suivant 2 ordonnances. L'ordonnance numéro 007 et numéro 008, respectivement en date de 2 et 6 décembre 2021, par le président de la transition, vous l'avez dit. C'est une cour qui est chargée, comme son nom l'indique, de lutter contre toutes les infractions à caractère économique et financier. Dans les conditions normales dans un pays, c'est des instruments de répression qui doivent exister. Lorsque nous faisons une petite histoire de notre pays, dans un passé un peu lointain, lors de la Première République, il y avait ce qu'on appelle en Guinée un tribunal économique. Ce tribunal était chargé de tout ce qui était là comme détournement de deniers publics. À l'époque donc, ce tribunal avait eu beaucoup d'écho et mieux que ça, la chose publique était sacrée. Personne n'osait toucher à quoi que ce soit qui appartenait à l'État. Ce qui faisait d'ailleurs que lorsque quelqu'un était en train de construire une très belle maison, beaucoup de questions se posaient. Ça appartient à qui? Qui est en train de le faire? Et tout de suite, tu es convoqué par le tribunal économique pour t'expliquer comment ça se fait. Qui a financé et ça appartient à qui? En plus, il y avait ce qu'on appelle les campagnes agricoles. Quand les campagnes agricoles finissaient, tous les membres du comité se réunissaient pour tirer la leçon économique. Qu'est-ce que le comité a fait? Quel est le bilan? Et lorsque le bilan n'est pas conforme à ce qui a été attendu, tout de suite vous passez devant le tribunal économique. Ce tribunal a fait des prouesses en Guinée, mais après le régime de Sékou Touré, ce tribunal a disparu. Et depuis donc 1984 jusqu'en 2021, on n'avait pas une juridiction chargée de réprimer les comportements économiques. C'est vrai, ce sont des comportements qui étaient disséminés un peu partout dans les juridictions de droit commun, mais une juridiction spécialisée dans le cadre de la lutte contre les infractions économiques et financières, c'était la première fois depuis 1984. Et voyez-vous, depuis cette date, 1984 à nos jours, vous avez vu, la République de Guinée a traversé beaucoup d'étapes. Et avec toutes nos potentialités, avec tout ce que nous avons comme potentiel du sol, du sous-sol et même des potentiels humains, nous tardons à décoller. Pourquoi? Parce que la chose publique ne va pas au bon endroit. Il y a une minorité qui est en train de s'accaparer et de l'utiliser à ses propres fins. Nous sommes dans une période de transition. Était-ce urgent de mettre cette CRIEF-là en place? Absolument. Vous savez, les gens ont une très mauvaise définition de la transition. Une transition, je m'excuse, elle est là pour régler beaucoup de choses.
S'il y a eu transition, c'est parce que les régimes normaux ou appelés normaux n'ont pas atteint ou n'ont pas respecté ce qu'ils doivent faire. La transition vient pour mettre fin à tout ça et remettre les choses sur rail pour que nous puissions continuer. Donc moi je salue la création de la CRIEF parce qu'elle est venue à point nommé et parce que notre pays avait pataugé déjà dans des détournements de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment énorme de capitaux. Oui, merci monsieur le procureur spécial. Moi, je voudrais juste revenir sur l'ordonnance. Vous venez de citer les deux ordonnances qui ont institué la CRIEF, notamment celle de décembre, je crois que c'est le 6. Les deux sont de décembre. Donc le 2 décembre et le 6 décembre. En tout cas, il y a une ordonnance qui a renforcé vos capacités. Il y a une ordonnance qui a dit que dorénavant, le rôle qui était dévolu à la haute cour de justice est dorénavant voilà, donné à la CRIEF. On dit dans cette ordonnance, notamment les crimes économiques et tout ça. Bien entendu, certains juristes pensent que notamment veut dire que ce n'est pas exhaustif. Alors, quand on voit le procureur général qui voudrait poursuivre les anciens ministres et l'ancien président de la République, est-ce que vous ne pensez pas qu'il marche sur vos plates-bandes? Bien, l'ordonnance dont vous faites cas, c'est l'ordonnance numéro 008 en date du 6 décembre 2021. Et en son article 1er d'ailleurs, qui consacre la compétence, qui confère carrément la compétence, certaines compétences de la Haute Cour de justice à la CRIEF. C'est l'article 1er de l'ordonnance 008. Cette ordonnance, cet article dit que les compétences de la Haute Cour de justice sont dévolues à la CRIEF, notamment dans ces aspects crimes économiques et financiers. C'est une très mauvaise interprétation de ces juristes qui pensent que l'adverbe notamment ne voudrait pas dire exclusivement. Non. Si vous regardez un peu la Haute Cour de justice, les compétences de la Haute Cour de justice, c'est quoi? Elle est chargée de juger le président de la République et les membres du gouvernement en cas de haute trahison et autres infractions. Et lorsque la CRIEF a été créée, il y a ce qu'on appelle des immunités fonctionnelles par rapport aux ministres. Et puisque on sait que souvent c'est des ministres qui ont géré la chose publique, et puisqu'il n'y avait pas aussi de haute cour de justice en l'époque, donc l'urgence était de conférer l'aspect économique, l'aspect crime économique de la haute cour de justice à la CRIEF. L'adverbe notamment veut dire, lorsque vous regardez dans les compétences de la haute cour de justice, ce que vous pouvez prendre, ce que vous pouvez noter, pour ramener ça au niveau de la CRIEF. Notamment vient du verbe noter, c'est-à-dire ce qu'on peut mettre en relief, ce qu'on peut mettre en exergue. Et donc, le fait de dire notamment veut dire exclusivement. Ça veut dire donc que la CRIEF ne peut pas s'immiscer dans toutes les compétences de la Haute Cour de justice, c'est seulement son aspect crime économique et financier. D'accord, monsieur le procureur spécial, mais si on étend un peu cela à d'autres sujets, quels sont vos véritables rapports avec le procureur général de Conakry? Parce qu'à part cela, on a vu aussi par le passé, il vous a donné entre kiff-kiff l'ordre de poursuivre certaines personnes qui se seraient rendues coupables des délits et crimes économiques. Et après, certains ont dit que non, vous avez une compétence nationale et lui, il a une compétence régionale. Encore une fois, il marchait sur vos plates-bandes. Qu'est-ce qu'en définitive, quelles sont vos relations, vos propres relations avec, je ne vous parle pas de vous en tant que procureur Ali et procureur Charouette, mais vos deux institutions? Bien, le parquet général, les parquets généraux, en réalité, moi je vais généraliser, parce qu'on a deux parquets généraux en Guinée, le parquet général de Conakry et le parquet général de Kankan. Ce sont respectivement les procureurs généraux institués auprès des deux cours d'appel qui jouent le rôle de premier poursuivant dans ces institutions. Le parquet général de Conakry n'a jamais marché sur les pas de la CRIEF, n'a jamais empiété sur les compétences de la CRIEF. J'insiste là-dessus parce que le parquet général a ses attributions qui sont contenues dans le code de procédure pénale. Ils sont généralistes.
dans les attributions, dans les poursuites. La CRIEF est venue tirer une partie des compétences des juridictions ordinaires pour les confier exclusivement à une juridiction d'exception, à une juridiction spécialisée qui est la CRIEF. Donc, ils ont des compétences générales. Nous, on a des compétences spécifiques. D'accord? Le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a autorité sur tous les membres du ministère public de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée, excepté la Cour de répression des infractions économiques et financières, parce qu'on n'est pas sur la ligne du parquet général. Le parquet général de Cancan a autorité sur tous les membres des procureurs de la République, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Voyez-vous, nous, c'est dans ce imbroglio de compétences qu'on a dit, vous vous occupez exclusivement des infractions à caractère économique et financier. Oui, mais sur toute l'étendue du territoire national. Mais ça vous dit quoi alors quand il vous dit à vos procureurs d'ouvrir des enquêtes sur le cas Air Guinée et ainsi de suite? Est-ce que vous pensez qu'il était en bon droit? Est-ce qu'il avait le droit de le faire, le procureur général? Si vous remarquez, pendant que le procureur général était en train de prendre ses dossiers en charge, la CRIEF n'était pas fonctionnelle. C'est vrai qu'elle a été créée, mais elle n'était pas fonctionnelle. Et en ce moment, l'agent judiciaire qui avait tous ces dossiers sur sa table n'est pas gérant des dossiers. Et l'institution judiciaire qui était là, à côté, c'était le parquet général. Il fallait donc transférer tous les dossiers qui étaient sur sa table devant le parquet général. Et puisque le parquet général sait que ce n'est pas de sa compétence, il a donc dit que les dossiers vont être transférés à la CRIEF pour poursuite. Et donc, ce n'est pas une immixtion dans les compétences de la CRIEF. Le procureur général sait ce qu'il fait et il n'a pas immixé en un seul moment. Merci à tout le monde. Moi, je voudrais revenir un peu sur les attributs de la CRIEF. On a parlé de l'ordonnance 07 qui a été finalement amendée quelques semaines ou une semaine après par l'ordonnance 008 du 6 décembre 2021. Et dans cette ordonnance qui a été améliorée, on a étendu, si vous voulez, les compétences de la CRIEF. Désormais, on ne parle plus de prescription et puis on ne parle plus de privilège de juridiction. Oui. Est-ce que vous pouvez révéler un peu sur cet aspect, puisque les gens pensent que vouloir réveiller les vieux dossiers, c'est peut-être attiser un peu la tension et la crise et tout. Pour rebondir un peu, je voulais que le procureur revienne sur nous, sur les réelles compétences de la CRIEF et qui la compose pour essayer un peu de répondre à la question de Thierno Younoussa, pour éclaircir un peu la lanterne de tout ce qui se noie dans ces... Alors, je vais grouper les deux questions pour les répondre. Lorsque vous parcourez l'ordonnance numéro 007 en date du 2 décembre 2021, en son article 1er, cette ordonnance définit clairement ce qu'on appelle crimes économiques et financiers. Les infractions économiques et financières, dans l'article 1er, l'ordonnance dit que ce sont toutes les infractions relatives aux atteintes aux malversations dans la gestion de la personne publique morale, c'est-à-dire l'État. Toutes les atteintes à la santé publique, toutes les atteintes au code OHADA et au droit de l'environnement. Voyez-vous? Donc, cet article 1er pose la généralité de compétences au niveau de la CRIEF. Et lorsque vous parcourez toujours l'ordonnance, au niveau de ces articles 5 et 6, vous avez une fourchette d'attribution qui est déroulée là. Notamment, les détournements de deniers publics, l'enrichissement illicite, le blanchiment de capitaux, les malversations dans la passation des marchés publics, les détournements dans les entreprises privées, ainsi de suite. Des escroqueries à grande envergure, abus de confiance ou autres cas de vol, dont le montant est égal ou supérieur à 1 milliard de francs guinéens. C'est tout cela que l'ordonnance numéro 008 est venue compléter par quelques attributions qui étaient dévolues à la Haute Cour de justice et qui sont revenues au niveau du portefeuille de la CRIEF. Pour rebondir à la question de M. Younoussa Ba, c'est que l'ordonnance numéro 008 qui a été prise justement le 6 décembre 2021 vient renforcer les compétences de la CRIEF et institue une véritable justice égalitaire. Cette ordonnance dit que tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas à dire « je suis ministre, je suis député, en me poursuivant, il faut passer par des procédures compliquées de levée d'immunité ». Non, non, non. Toutes les immunités sont tombées devant
la Cour de répression des infractions économiques et financières. On fait sauter le verrou des immunités. Et ce qui est important et intéressant dans l'ordonnance numéro 008, c'est le fait que on a consacré non seulement l'imprescriptibilité des infractions qui sont poursuivies devant la CRIEF, mais aussi la rétroactivité de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous vous êtes rendu ou vous êtes accusé de crimes économiques et financiers, quel que soit le temps, si c'est commis en Guinée, la CRIEF est compétente. Même si c'est en 1990, si ça a été révélé que vous avez détourné, vous vous êtes enrichi illicitement, vous avez blanchi de l'argent, vous avez commis de l'escroquerie à grande envergure, on peut vous poursuivre en 2022. Donc, il n'y a pas de prescription. Vous savez, en droit, au bout d'un certain temps, lorsque vous ne poursuivez pas une infraction, en fonction des degrés d'infraction, bien sûr, vous perdez votre droit. On appelle ça la prescription. Si c'est un délit, ça se prescrit au bout de 3 ans. Un crime se prescrit au bout de 10 ans, ainsi de suite. Donc, mais chez nous, il n'y a pas ce décompte. Si c'est fait en Guinée, c'est une infraction qui rentre dans le domaine de compétence de la CRIEF, nous poursuivons. L'autre facette, c'est la rétroactivité de la loi au niveau de la CRIEF. C'est-à-dire que la CRIEF est compétente même pour les infractions qui ont été commises, mais antérieurement à la création de la CRIEF. Vous savez, de principe en droit, la loi ne dispose que de l'avenir. Ça, c'est le principe. Mais il y a des atténuations. Lorsque la loi pénale qui se crée prévoit elle-même sa propre rétroactivité, comme c'est le cas au niveau de la CRIEF dans l'ordonnance numéro 008. Sauf qu'ici, quand c'est favorable pour le délinquant. Non, il n'y a pas de caractère favorable ici. Et le caractère favorable, c'est dans l'interprétation de la jurisprudence. Mais lorsque la loi elle est expresse, il n'y a pas d'autre interprétation. Et si on comprend bien, la CRIEF ne traite pas du tout. Son champ d'action est limité au traitement des crimes économiques et financiers, quelle que soit la période. Quelle que soit la période, et conformément à la définition qui est donnée dans l'article 1er de l'ordonnance numéro 007. Monsieur le procureur, vous venez de le dire, vous nous avez dit, c'est le principe en droit et vous l'avez rappelé, et que nous sommes tous égaux face à la loi et au niveau de la CRIEF. Cependant, beaucoup vous font quand même le reproche de faire de cette présomption de culpabilité. Vous pensez que tout ancien ministre ou tout ancien haut cadre de l'État, surtout ceux qui sont intéressés par la politique, sont coupables et point barre. Et il n'y a pas que ça. Vous avez dit, par exemple, vous dites tous ceux qui ont détourné, et c'est ce que la loi dit, à partir d'1 milliard et plus. Et généralement, dans vos chefs d'accusation, en tout cas ce que l'on a au niveau de la presse, on n'a pas cette précision. C'est-à-dire, on ne dit pas que Ibrahima Sori Traoré a détourné 15 milliards, 10 milliards, 20 milliards. On dit détournement, enrichissement illicite et ainsi de suite. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites pour vous défendre? Avant de répondre à cette question de Ibrahima Sori Traoré, la question des attributions, les réelles attributions de la CRIEF a été abordée dans un reportage qui a été réalisé par Thierno Younoussa Abba, que nous allons suivre, et ensuite le procureur spécial reviendra sur la question. Des réformes institutionnelles sont amorcées en Guinée dès le lendemain du 5 septembre 2021. À la faveur de ce changement politique intervenu à la tête de l'État, de vastes chantiers sont ouverts par le CNRD qui veut rompre avec les pratiques du passé. Déjà d'importants moyens sont déployés avec notamment la mise en place de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Une juridiction à compétence nationale qui doit désormais réprimer les infractions économiques. Cette Cour a été créée suivant l'ordonnance numéro 007. Et cette ordonnance même a été amendée par l'ordonnance 008, précisément du 6 décembre 2021, l'ordonnance 008. Et qui, d'ailleurs, définit les attributions de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et cette Cour, donc, est une juridiction à compétence étendue pour toutes les infractions économiques et financières, et elle s'étend donc sur l'ensemble du territoire national. Donc, au nombre de ces infractions, on peut citer le détournement des deniers publics, les cas de corruption,
les cas de blanchiment d'argent et même les infractions. La CRIEF a de nombreuses attributions, notamment celle des crimes financiers. Elle répond donc à un triple intérêt de la moralisation de la chose publique. Toutefois, la Cour de répression des infractions économiques et financières offre des garanties procédurales avec la possibilité de faire examiner les dossiers par des juridictions supérieures. Le siège de la CRIEF comprend une chambre de l'instruction au premier degré. Ensuite, au second degré, il y a la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Ensuite, il y a la chambre de jugement et la chambre des appels. Au niveau de chaque institution, donc au niveau de chaque chambre, l'ordonnance a défini les différentes compositions et leurs compétences. L'article 12, par rapport à la chambre de l'instruction, nous dit que la chambre de l'instruction est composée d'un président et de 4 membres au moins. Elle est donc chargée de l'instruction des affaires dans les conditions prévues par la loi. Et notez que les décisions rendues au niveau de la chambre de l'instruction sont susceptibles d'appel devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qui constitue ici le second degré d'instruction. Ensuite, il y a la chambre de jugement. Et c'est l'article 13 de cette ordonnance 008 qui définit également la composition et la compétence ici de cette chambre de jugement. Donc la chambre de jugement est composée de 5 magistrats au minimum. Cette chambre donc siège en formation collégiale. Au niveau de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, c'est l'article 14 ici de cette ordonnance, l'ordonnance 008, qui définit également la composition de cette chambre. Et la chambre spéciale de contrôle de l'instruction est composée donc de 3 magistrats. Il est fait application devant la chambre de contrôle de l'instruction des décisions qui ont été, en fait, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction est compétente pour connaître de toutes les décisions qui ont été rendues au niveau de la chambre de l'instruction. Et l'article 15 de cette ordonnance définit également la composition et les attributions au niveau de la chambre des appels. La chambre des appels comprend donc un président, 6 conseillers au minimum. La chambre des appels, comme vous le constatez, lorsque au premier ressort, la chambre de jugement rend une décision et qu'une des parties n'est pas satisfaite de cette décision, la loi lui donne la possibilité de relever appel. Et lorsque la partie relève appel, c'est la chambre des appels qui est chargée de se prononcer. Nous avons été renforcés parce que hier au parquet, il y avait le procureur et 2 substituts. Actuellement, nous sommes au nombre de 4 substituts. Et au niveau de la chambre de l'instruction, le président a mis en place 2 sections. Chaque section est présidée pour un peu accélérer, pour un peu assurer une sorte de célérité dans la gestion. Ici, plusieurs dizaines de magistrats et de nombreux greffiers animent la juridiction. Objectif, examiner les procédures dans un délai raisonnable. De retour sur ce plateau, monsieur le procureur, nous avons suivi le reportage de Thierno Younoussaba. Qu'en dites-vous avant de rebondir justement sur la question de Ibrahima Sori Traoré qui était en lien avec ce sujet? Oui, c'est un très bon reportage. Ouais. Cette dame, c'est un de mes substituts, Madame Joséphine Loli Tenkiano, Madame Kamano. En fait, elle a dégagé clairement les attributions de la CRIEF et la composition et même son fonctionnement. Je voudrais rebondir par rapport à la question de M. Traoré. Oui. Le terme présumé coupable me dérange. Je ne l'utilise pas du tout parce que la loi ne me le permet pas. D'accord? Au sein de la CRIEF, il n'y a pas de présomption de culpabilité. D'abord, nous sommes... En fait, en matière de procédure pénale, le principe basique, c'est la présomption d'innocence. Et nous la respectons devant la CRIEF. Sauf que, parmi les infractions que la CRIEF poursuit, il y a l'enrichissement illicite. En matière d'enrichissement illicite, lorsqu'un individu est dans l'incapacité de prouver ou de justifier un train de vie ou bien ses avoirs qui ne sont pas en rapport avec ses revenus,
il a une présomption de culpabilité, c'est-à-dire il est présumé s'enrichir illicitement jusqu'à ce qu'il établisse la preuve réelle de ses moyens lui l'ayant permis d'aboutir à cette richesse. Et la loi va plus loin pour dire que des simples libéralités ne suffisent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prouver que j'ai construit cette grande maison parce que mon cousin m'a donné de l'argent. Ça, c'est des dons qu'on appelle des libéralités en droit. Vous ne pouvez pas justifier ça par des dons. Vous devez l'avoir par votre propre sueur et avec des justifs à l'appui. Si vous ne l'avez pas, vous êtes présumé avoir commis le délit d'enrichissement illicite. Et lorsque vous voyez également le détournement de deniers publics, lorsque quelqu'un est reproché et déclaré coupable du délit de détournement de deniers publics, c'est une origine, c'est de l'argent, c'est de la richesse que vous avez obtenue, mais avec une origine sale. D'accord? Vous avez détourné des biens publics. Vous avez investi. En investissant les biens publics, donc des biens dont l'origine est frauduleuse, vous avez blanchi cet argent. Et en blanchissant cet argent, vous l'investissez dans quelque chose et vous vous enrichissez illicitement. Lorsque le procureur, est-ce qu'on peut appeler ça enrichissement sans cause? C'est de l'enrichissement illicite aussi. De l'enrichissement sans cause. C'est de l'enrichissement. C'est-à-dire que sans cause, ça veut dire sans cause justifiée. On a coupé, en fait. C'est cela. Et donc, on ne fait pas de poursuites ciblées, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que tous les anciens ministres sont présumés coupables d'avoir commis des délits de détournement. Non, moi je suis procureur. Moi je poursuis. Moi je soutiens mes charges. C'est au tribunal de déterminer est-ce qu'un tel est coupable, est-ce qu'un tel n'est pas coupable. Mais moi, je suis convaincu de mes poursuites. Je viens avec mes arguments que je juge utiles pour le bien du droit. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les chefs d'accusation que vous avez contre ces anciens ministres, notamment? Qui, par exemple? Monsieur Kassori Fofana, par exemple. Il est reproché de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption et complicité. Parce que le gouvernement dont moi je poursuis, le parquet spécial poursuit les cadres, c'était lui le chef d'équipe. Il y a eu des détournements faramineux dans ce gouvernement, je l'avoue, mais c'était lui le chef d'orchestre. C'est lui qui coordonnait l'action gouvernementale. Tous les détournements qu'il y a eu dans ce gouvernement, il avait la possibilité de demander des comptes. Tout est-il qu'on n'est pas dans un procès? Non, on n'est pas dans un procès. J'explique les charges que moi, je pense être défendables. Oui. D'accord? Oui. Donc, moi, je ne suis pas juriste, mais on dit généralement qu'en matière pénale, la responsabilité elle est individuelle. Comment M. Kassori peut être coupable de l'action d'avoir été juste le coordinateur de l'action gouvernementale. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il a détourné parce qu'il est coordinateur de l'action gouvernementale. Il avait un département à gérer aussi. Il y a eu des choses, il y a des choses qui relevaient de son département, dont la gestion relevait de son département. On a relevé des malversations à partir de ces endroits-là. Je ne suis pas devant un juge. Vous allez me permettre, vous allez me permettre de me limiter à un certain niveau au risque d'entorser au secret de l'instruction. Monsieur le procureur, parce que, oui, il y a quelque chose, vous vous êtes opposé à leur libération surveillée. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe réellement? Pourquoi vous êtes-vous opposé à leur libération? Moi, je suis procureur, je suis poursuivant. Ok. Ces personnes, contre lesquelles je retiens suffisamment de charges, ont comparu pour la première fois devant les juges d'instruction. Elles ont été inculpées. Donc, les juges d'instruction ouvrent une enquête judiciaire contre eux. C'est ce qu'on appelle l'inculpation. Et les avocats ont demandé à ce que leurs clients qui ont comparu détenus devant les juges puissent être mis en liberté. D'accord? Et quand c'est comme ça, moi je suis poursuivant, les détournements de deniers publics, les enrichissements illicites, la corruption, c'est l'État qui est partie civile. Et quand l'État est partie civile dans une procédure, lorsqu'il y a une demande de liberté, le juge sursoit à statuer en attendant que celui qui a fait la demande de liberté puisse notifier à l'État. Je suis détenu, mais je demande, puisque c'est toi, tu fais partie des plaignants, je te notifie ma demande de liberté devant le juge. L'État va observer.
Cette formalité n'a pas été respectée devant les juges. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord qu'à ce stade que ces individus soient mis en liberté. Et la loi dit que lorsque je ne suis pas d'accord sur une décision de justice, que ce soit devant la chambre de l'instruction, que ce soit devant la chambre de jugement, j'ai un droit de recours qu'on appelle l'appel. Voilà. Moi, je vais encore revenir sur ce dossier très célèbre, le dossier de Kassori et compagnie. Et beaucoup pensent que le procureur, peut-être le procureur spécial, n'est pas de bonne foi dans ce dossier, puisque pour la première fois, quand le dossier a été examiné dans l'enquête préliminaire, je vais parler des officiers enquêteurs, le dossier est venu, le procureur n'a pas peut-être pris le soin d'orienter le dossier en information. Il a tout de suite pris le dossier en flagrant délit, sachant bien qu'il ne pouvait pas tenir procès dans les 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le procureur? C'est vous qui le dites. Moi, je savais que je pouvais donner ce procès. C'était faisable? Absolument. C'était tenable? C'était tenable. En 3 jours? Ah ben ouais, le problème. Même le lendemain, le procès pouvait être organisé. Mais si qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que les avocats, moi j'ai reçu le dossier le 6, dans les conditions normales, j'ai opté pour la flagrance. Le dossier devait être jugé le lendemain, le 7. D'accord? Moi, j'ai informé les gens que je vais les faire juger le lendemain, le 7. Mais ils ont dit, les avocats, c'est à peine s'ils ne m'ont pas pris les pieds pour dire, attention, nous, on vient d'arriver dans ce dossier, le 7, ce n'est pas tenable pour nous. D'accord? Est-ce que vous aviez des éléments? Absolument. Moi, je suis poursuivant. Quand j'engage des poursuites, j'en suis convaincu, j'ai des éléments. Donc, les avocats m'ont dit que le 7 n'était pas tenable pour eux, d'accord? Et il fallait, parce que le 7 c'était, je crois, un jeudi, il fallait renvoyer l'audience au 11, un lundi. J'ai dit, c'est ce que vous voulez? Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'envoie le dossier au 11. C'est comme ce que vous m'avez dit. Sauf que les dispositions sur la flagrance disent que lorsque vous orientez un dossier à la procédure de flagrance, vous devez tenir l'audience ce même jour. Si ce jour, il n'est point tenu d'audience, vous devez tenir l'audience le lendemain, donc le 7. Voyez-vous? Et si nous partions à l'audience au 11, les avocats allaient m'opposer cette disposition. Moi, c'est ce que j'ai compris. Puisque eux, ils étaient disposés à tenir l'audience le 11, ce qui n'était pas légal. Donc, moi, je me suis retrouvé dans la légalité. J'ai saisi le juge d'instruction parce que la loi dit que lorsque vous ne tenez pas l'audience le lendemain, vous avez l'obligation d'ouvrir une information judiciaire. C'est ce que j'ai fait. Et par courrier administratif, j'ai informé les conseils de chacun de ces prévenus pour leur dire le dossier initialement orienté en flagrant délit a été réorienté en information. Prière s'adresser, vous vous adressez à la chambre de l'instruction pour tout autre besoin de procédure. Monsieur le procureur, pour nous, les profanes, donc on est un peu perdu, on ne sait pas alors c'est quoi cette flagrance. Ils ne sont plus en activité, voilà, ils ne sont pas ministres et tout ça. Par quoi voilà, vous les tiriez pour parler de flagrance? Ne confondez pas la procédure d'enquête de flagrance à l'orientation de flagrant délit que le procureur fait. C'est différent. D'accord? La procédure de flagrance à l'enquête veut dire quoi? Que l'individu a été pris la main dans la pâte. L'individu traîne encore quelques séquelles de l'infraction qui ne sont pas encore disparues. L'individu est poursuivi par la clameur publique pour la commission d'une infraction. Ça, en cette matière, les officiers de police judiciaire sont dans ce qu'on appelle l'enquête de flagrance. D'accord? C'est différent de la procédure de flagrant délit qui est une orientation procédurale, qui est une option procédurale du procureur, qui en a 4. Le flagrant délit, l'information, la citation directe ou bien le classement sans suite. Voici les 4 clés de la fourchette que le procureur a. Donc, quand vous recevez un dossier, même si les officiers de police judiciaire ont agi en enquête de flagrance ou bien ils ont agi en enquête préliminaire, le procureur reçoit, en fonction des éléments qu'il lit dans le dossier, c'est à lui de voir est-ce qu'il peut orienter en flagrant délit, indépendamment des mesures de l'enquête préliminaire de la police, et est-ce qu'il peut orienter en information. C'est ce qui s'est passé. Moi, je voudrais peut-être revenir sur le même dossier. Vous savez que les gens n'ont pas la culture ou la notion de la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Les gens parlent un peu du fond, les gens parlent de la forme et tout. Et la dernière fois, devant la chambre des jugements, les gens, je pense qu'ils avaient, les avocats des Kassori
et autres voulaient peut-être contester la détention de leurs clients. Et je pense qu'il y a encore il y a un rebondissement, à mon avis, puisque maintenant nous sommes devant la chambre, devant les juges d'instruction. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le procureur, dans ça? Monsieur le procureur, je vais en rajouter un peu sur la question de quelle suite comptez-vous donner à ce dossier dit Kassori et compagnie? J'ai déjà donné une suite à ce dossier. Laquelle? Ils sont devant la chambre de l'instruction. Ok. Alors, ils ont comparu devant la chambre de l'instruction. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi, je suis de bonne foi. La chambre a estimé qu'ils devaient être en liberté, et moyennant le paiement d'une caution en fonction des différents prévenus, des différents inculpés. Sauf que je n'ai pas été d'accord sur la procédure par laquelle ils ont été mis en liberté. Monsieur le procureur, Kassori et compagnie ont été déboutés pour la première fois. Ça, c'était peut-être en quête de l'obtention d'une liberté provisoire à l'époque. Ça, c'était devant, si je ne m'abuse, le président de la Cour. De la Cour. Oui. Donc finalement, ils ont été déboutés. Je pense qu'ils ont changé peut-être de stratégie et tout pour que le dossier soit réorienté en information. Et là aussi, je pense qu'ils sont déboutés. Madame Makale veut connaître la suite. D'accord. En fait, les avocats ont estimé que la détention de leurs clients était illégale. Or, dans le Code de procédure pénale guinéen, dans ses dispositions préliminaires d'ailleurs, le législateur a dit que toute personne privée de liberté a le droit de saisir le juge compétent devant lequel il vient contester sa détention et, le cas échéant, obtenir sa liberté. On appelle dans notre jargon le référé pénal. C'est ce que les avocats de ces prévenus, non, c'est maintenant inculpés, ont intenté devant le président de la Cour. Dans un langage plus simple, référé. C'est des procédures d'urgence, voilà, pour statuer rapidement sur leur liberté. Et donc, ils ont assigné le parquet spécial devant le président de la Cour. On est venu devant la Cour, on a développé nos arguments et ils ont été déboutés. La Cour a estimé que la détention était régulière. Monsieur le procureur, vous êtes si prompt à mettre les gens en prison. Et vous, les juristes, vous nous dites que c'est l'exception. Vous êtes toujours dans l'exception, mettre les gens en prison si facilement. Et certains disent qu'ils ont de la famille ici, ils ont tous les éléments qui ne leur permettent pas de quitter le territoire. Et vous, pour un oui, pour un non, vous les avez mis en prison. Ils ne sont pas en prison pour un oui ou pour un non. Moi, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on rappelle les dispositions du Code de procédure pénale qui disent que en matière correctionnelle, la liberté, c'est la règle. La détention, elle est l'exception. Mais on n'est pas toujours dans l'exception, sauf que le même législateur vous dit dans le Code de procédure pénale qu'un individu peut être détenu en dénonçant une fourchette de motifs. Premièrement, lorsque c'est le seul moyen pour les maintenir à la disposition de la justice. Lorsque l'ordre public qui a été troublé par l'infraction est très grave, ça c'est pour relativement maintenir l'ordre public. Lorsque on veut éviter une collision entre la personne poursuivie et les éventuels témoins ou ses complices. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent quand même aux magistrats d'apprécier la détention ou non d'un individu. Quel est l'élément qui prévaut généralement chez vous? Ce n'est pas... pas... ces trois éléments. Non. C'est devant le juge que moi je développe ces arguments. Ah, d'accord.